Un Français. Vous voulez rester ? Je peux rester là. Faites comme vous voulez, mon général. Non, je peux rester. Vous envoyez un petit SMS pour voir. Si ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Après, on ouvre. Voilà, Je serai calme. Vers minuit, vers minuit, ça devient dansant, vers 1h du matin. Vous verrez. Un Français, mesdames, messieurs, et on sourit parfois, mais je crois que nous oublions la gravité extrême des sujets que nous abordons. Un Français a donc été arrêté en Russie, soupçonné d'espionnage, on peut le dire. Oui, l'information est tombée cet après-midi, elle est prise très au sérieux. Regardez cette vidéo. Il s'agit du moment où le ressortissant français est arrêté à Moscou. Il est au centre de l'image, il était assis en terrasse, il prenait un café tranquillement lorsque deux hommes s'approchent rapidement de lui. Vous les voyez à côté, ils sont habillés en noir, ils sont cagoulés, ils ont un drapeau russe sur l'épaule et le garçon ne tente pas de fuir. Il se lève, il les suit. Il coopère en quelque sorte, en tout cas c'est ce qu'on imagine en voyant ces images, comme s'il attendait leur venue finalement et il est emmené vers la camionnette et embarqué. Donc ça s'est passé au beau milieu de la journée et cette image a été publiée par le comité d'enquête russe qui a également publié ces mots il y a seulement quelques heures. Un citoyen français soupçonné de recueillir des informations sur les activités militaires de la Fédération de Russie a été arrêté à Moscou. Ce Français s'est rendu à plusieurs reprises sur le territoire russe, notamment à Moscou, où il a rencontré des citoyens de la Fédération de Russie. Ça c'est quand même extraordinaire comme accusation. Ce Français s'est rendu en Russie, bon très bien. À Moscou, il a rencontré des citoyens russes. Comment faire autrement ? Voilà. C'est ce que font tous les jours les journalistes internationaux du monde entier. C'est difficile de ne pas rencontrer des Russes quand on est en Russie. Alors, c'est pour ça qu'on y va. Hein. Alors, je vais le dire. On sait très peu de choses sur lui. Il s'appellerait Laurent. On a essayé de ne pas vous dévoiler complètement son identité, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a 48 ans, chercheur, conférencier, docteur en philosophie, et il œuvre pour une organisation non gouvernementale suisse. L'information a été confirmée tout à l'heure par Emmanuel Macron. Écoutez-le. Un de nos compatriotes a été arrêté en Russie. Et donc, il s'agit, pour être très clair, parce que beaucoup de choses ont été dites par les autorités russes sur son sujet, il s'agit d'un de nos compatriotes qui travaille pour une organisation non gouvernementale suisse qui a été fondée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et qui fait de la diplomatie, des travaux de discussion. Bon, ce n'est pas ce que disent les Russes. Non, mais ils espionnaient depuis de longues années, disent-ils. D'abord, je le dis parce que c'est important, c'est un compatriote français, il travaille pour une ONG suisse et qui donc sert beaucoup de grandes figures internationales. En aucun cas, ça n'était quelqu'un qui travaille pour la France. Maintenant, nous sommes très vigilants, il recevra toutes les protections consulaires qui conviennent dans un tel cas, mais je veux ici rétablir la vérité face aux intoxications qu'on entend. C'est quand même très grave. Non mais, attendez, c'est des techniques mais courantes. C'est des techniques courantes. L'Iran nous fait le coup régulièrement. C'est ça. Régulièrement, vous avez des chercheurs français qui sont pris en otage en Iran. Ça me rappelle grandement les méthodes d'un certain Mouammar Kadhafi qui faisait la même chose dans les années 90. C'est des méthodes de voyous, de dictateurs, d'États voyous qui prennent prétexte parce qu'il y a des relations conflictuelles avec des États, et c'est le cas en ce moment entre la Russie, et enfin entre Paris et Moscou plus que jamais, pour les raisons qu'on a évoquées toute la soirée, notamment d'envoi d'instructeurs, ce qui était à l'ordre du jour. Enfin, tout ça est dans un contexte qui est lisible, extrêmement lisible. Pour vous, c'est une réponse directe à ce qu'il faut toujours quand même dire et ajouter, c'est que l'exemple iranien de tous ces chercheurs, parfois ce sont d'ailleurs des représentants de commerce, enfin de haut niveau qui se font prendre. Parfois, ils ont aussi des liens avec les services, il faut quand même le dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là-bas par hasard, parfois. Ils sont là-bas, voilà. C'est-à-dire qu'ils travaillent aussi pour les services français. En fait, pour les Russes, c'est très particulier, parce que vous savez, et sous Poutine, c'est devenu encore plus particulier. Nous avons eu deux cas, Igor Soutiagin et Grigory Pasko. C'était les citoyens russes, qui étaient les chercheurs, qui travaillaient dans les instituts de recherche, qui lisaient les journaux libres, qui achetaient dans les kiosques les journaux, et qui faisaient analyser ces journaux, et ils faisaient des rapports basés sur ces journaux. Ils ont été arrêtés, et la Cour, en fait, les avocats ont dit « vous ne pouvez pas les juger pour divulgation de secret d'État », puisqu'ils n'ont jamais vu un seul document classé secret d'État.
Pas un seul document. Il lisait les journaux. Il lisait le revue spécialisée, etc. Et la Cour, vous savez... J'ai pas compris, il lisait des journaux où? Les journaux qu'on achetait dans les kiosques. En fait, pour qui? Ce qu'on appelle les sources ouvertes. Pour le compte de qui? Pour le compte, et travailler aussi sur le contrat pour les instituts de recherche américains, pour les fondations américaines, etc. Pas compris. D'accord. Les revues de presse, voilà. Ils faisaient des revues de presse. Une revue de presse, quoi. Ils faisaient les revues de presse. Les analystes, ils étaient des analystes. Et en fait, la Cour de justice en Russie a dit que si un analyste lit une source ouverte, mais tire les conclusions qui sont secrètes, c'est classé secret d'État. Et ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Extraordinaire. Et donc, en fait, ces gens-là ont été échangés. Vous vous souvenez, il y a eu en 2010 donc l'échange de 10 espions russes qui étaient arrêtés aux États-Unis. Et ils étaient échangés contre 4 personnes. Donc, Sergei Skripal, Zaporozhsky, ça c'était les 2 espions, les traîtres qui ont travaillé pour les Anglais et pour les Américains, et pour nos 2 chercheurs. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ils peuvent aller jusqu'à l'absurde. Ouais. C'est-à-dire tordre la loi, tordre la législation. Mais même la logique normale. Le gars, il n'a jamais vu un seul document secret, et ils ont été condamnés pour divulgation de secrets d'État. Juste Ludmila Totieva d'abord. Oui, je voulais juste dire que quand même, il y a la France qui est visée par ce qui est en train de se passer. C'est pas anodin. Ouais, c'est pas anodin, je pense pas. Surtout qu'il y a cet épisode avec la personne russe, ukrainien, qui a fait, qui a raté une sorte d'attentat. Mais je pense qu'il y a quand même un lien là, parce que regardez, il y a une caméra qui est stationnée commodément pour tout filmer, pour montrer à quel niveau le service russe est vigilant pour justement prendre ce potentiel espion et montrer ça au public russe, justement, pour montrer déjà que les services secrets ils travaillent bien, et que effectivement il y a les Occidentaux qui essayent de piquer les secrets d'État. Et en plus de ça, c'est encore une fois montrer la posture de la Russie, posture de force et d'opposition vers l'Occident et vers la France. Et quand on nous dit que non, la Russie, juste laissez-la s'occuper de l'Ukraine et tout va bien se passer, quand on regarde les faits, on voit que c'est une position très profonde, en fait, qui va au-delà de ce que Poutine prétend de vouloir accomplir en Ukraine. Renaud. Effectivement, c'est une pratique courante, mais l'affaire est prise très au sérieux. Parce que vous avez déjà... Comme le dit Ludmila, tout est monté en pleine journée, les caméras de télévision sont là, donc montrer aux Russes que nous sommes là très forts et qu'il y a des espions partout et que nous sommes là pour les arrêter. Mais là où l'affaire est prise très au sérieux, c'est qu'on a connu les otages dans des groupes terroristes pendant des décennies. Il y a maintenant effectivement cette pratique d'otages d'État. C'est ça. D'otages d'État qui sont très préoccupants, parce que c'est du marchandage après, ça peut être des négociations ardues. Alors, les Américains, ils ont trouvé certaines solutions. Ils arrêtent aussi des Russes, les Américains. Ils arrêtent certains Russes, comme ça, après on fait du donnant-donnant, et on peut avoir une monnaie d'échange. Mais là, on a effectivement une réplique, c'est assez cousu de fil blanc sur l'animosité que Poutine a, c'est le moins qu'on puisse dire contre Paris, mais il faut s'en préoccuper parce qu'il risque plusieurs années de prison. Et une fois, pour les Français d'ailleurs, c'est maintenant peu recommandé d'aller en Russie, parce que vous êtes arrêté et vous vous retrouvez dans tout un tas de considérations. En tôle, tout ça est très préoccupant. Général Norlin, c'est une nouvelle menace de Vladimir Poutine. Il essaye de nous faire passer un message avec cette arrestation. D'une part, c'est la réponse du berger à la bergère. On arrête un ressortissant du Donbass, un russo-ukrainien soi-disant, et donc voilà, et donc on arrête un Français. Ouais. Et ensuite, moi je pense que ça illustre aussi un fait, c'est que, si vous voulez, c'est la perméabilité entre ce que font les organisations terroristes et ce que font les États. Maintenant, ces espèces de frontières qu'il y avait entre l'État, l'organisation terroriste, tout ça est en train de se dissoudre. Et il y a une espèce de continuum, vous voyez, entre l'action terroriste. Regardez ce qu'on fait couramment. On va quand même avec des drones en temps de paix. On va assassiner celui qu'on veut assassiner dans un pays en paix. Ou avec du polonium, avec ou du avec polonium, voilà. Et oui, vous voyez, tout ça, ça efface les frontières qu'on avait connues. On a la guerre, les frontières, les tranchées, tout ça impeccable. Et puis là, tout ça vient à côté, mais c'est beaucoup plus difficile à appréhender et à combattre. Mais il ne faut pas se laisser impressionner.
Oui, il faut bien sûr. Si on peut, parce qu'évidemment, c'est pour impressionner l'opinion française. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour. Écoutez ce que disait ce matin, intéressant, le Premier ministre Gabriel Attal sur cette question des déstabilisations orchestrées par les puissances étrangères. On le voit bien que les ingérences se multiplient. On a vu ces mains rouges sur le mémorial de la Shoah. On a vu ces étoiles de David taguées sur des murs. On a vu encore récemment les cercueils, les faux cercueils qui ont été déposés sous la Tour Eiffel. Je le dis, ces ingérences, ça peut être notre nouvelle guerre mondiale.